Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Weekly Hebdo dans lequel on va analyser la macroéconomie, faire un tour sur la géopolitique et analyser les différents marchés financiers. La semaine du 15 au 21 septembre, c'était une semaine très chargée avec notamment le FOMC le plus attendu de l'année, celui du 17 septembre. Comme on va le voir dans cette vidéo, le virage dovish est là, Wall Street est au zénith et la crypto se reprend. Avant de poursuivre, je tenais juste à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil financier mais uniquement une vidéo à but éducatif. L'investissement peut comporter des risques, alors faites toujours vos propres recherches. Par contre, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Allez, sur ce, on est parti. Macro US, consommation résiliente, inflation persistante. Les ventes au détail pour le mois d'août ont surpris positivement avec plus 0,6% sur le mois d'août et plus 0,7% pour le corps. Pour ceux qui ne le savent pas, les ventes au détail, c'est un indicateur de consommation. Donc globalement, s'il est positif, ça veut dire que la consommation, elle est là, et si ça sort au-dessus des attentes, ça veut dire que la consommation est meilleure que prévu. Ce mois-ci, comme je l'ai dit, il est sorti à plus 0,6 au-dessus des attentes, donc ça témoigne d'une résilience de la consommation américaine. Avec ces données, certains économistes ont même relevé les prévisions pour le PIB au troisième trimestre. Donc au final, si on se focus uniquement sur cette semaine, niveau consommation, ça tient. Par contre, si on regarde les semaines précédentes, on voit que les données, elles sont pas forcément en accord. On voit que par-dessus tout, la confiance aux États-Unis, elle est en train de diminuer, et la confiance est un indicateur de consommation également. En général, si les gens sont confiants, ça veut dire qu'ils consomment beaucoup, et au contraire, s'ils sont pas confiants, ils vont faire beaucoup d'économies. Mais il se peut également qu'ils préfèrent consommer aujourd'hui par peur qu'avec l'inflation, ils ne puissent pas consommer plus tard. Donc au final, la consommation pour le moment, elle tient, mais si le chômage, il continue d'augmenter, il se peut qu'elle chute par la suite. Mais bon, concernant le chômage, on va en parler juste après. L'inflation qui est persistante et collante. Bon, ça on l'a vu la semaine passée, le CPI, l'indice des prix à la consommation, il a augmenté de 2,9% annualisé. C'est-à-dire que de manière générale, les prix ont augmenté de 2,9% sur un an. Cet effet-là, il est dû notamment à la hausse de l'énergie, mais également à l'impact des tarifs douaniers. Le point noir qu'on a pu observer cette semaine, c'est le secteur immobilier. L'indice de confiance des constructeurs, il est à un niveau historiquement bas. Et en plus de ça, on a les mises en chantier qui ont reculé de 8,5% sur le mois d'août. Au final, on voit que la macroéconomie américaine sur cette semaine, elle est moyennement, voire pas bonne. La croissance, elle tient sans pour autant être incroyable. L'inflation, elle persiste, ce qui est négatif, et le marché immobilier, il s'effondre. Venons-en maintenant au marché du travail américain qui ramollit et qui ralentit doucement. Bon, le marché du travail qui ralentit doucement, je sais pas si c'est une bonne façon de le dire, parce qu'on a une révision de 911 000 jobs américains qui ont subitement disparu. Rappelons-nous, parce que je l'avais dit dans la vidéo de la semaine passée, mais il y a 911 000 jobs américains qui avaient été prétendus comme créés, qui ont disparu et qui sont pas créés au final. Donc ça, premièrement, c'est une très mauvaise nouvelle. Ensuite, la fausse bonne nouvelle, c'est que les inscriptions hebdomadaires au chômage, elles sont seulement de 231 000. Pourquoi c'est une fausse bonne nouvelle? C'est parce que cette donnée, elle est sortie en dessous de 241 000 qui était attendue, mais c'est quand même une donnée très élevée. 231 000 inscriptions hebdomadaires au chômage, ça suggère que les licenciements, ils sont contenus. En même temps, avec l'IA qui arrive de plus en plus, tu m'étonnes que les entreprises, elles licencient. Avec l'inflation qui persiste et le marché du travail qui ralentit, ça crée un équilibre curieux. Tout d'abord, il faut bien comprendre que le mandat de la Fed, il est dual, c'est-à-dire qu'on veut limiter l'inflation, mais également limiter le chômage. Et l'instrument phare pour lutter contre l'inflation et contre le chômage, c'est les taux d'intérêt. Comprenez bien que si on monte les taux d'intérêt, alors on tape dans l'économie et du coup, ça fait ralentir l'inflation. Par contre, si on monte les taux d'intérêt, ça fait ralentir l'économie et du coup le chômage il augmente, ce qu'on ne veut pas. Donc là la Fed actuellement elle est bloquée, c'est-à-dire que soit elle lutte contre l'inflation, elle garde ses taux d'intérêt élevés, soit elle lutte contre le chômage et pour ça elle doit baisser ses taux d'intérêt. On verra par la suite ce qu'a décidé de faire la Fed cette semaine, mais sa situation elle est compliquée. Parlons maintenant de l'activité industrielle. Cette semaine on a eu une bonne nouvelle parce que la production industrielle a augmenté pour le mois d'août. On a l'indice de la Fed de Philadelphie qui est sorti à 23,2 au-dessus de la barre des zéros. Tout simplement, si on est au-dessus de zéro, c'est que la production industrielle, elle est en expansion, et si on est en dessous de zéro, la production industrielle, elle est en récession. Politique monétaire, 3 baisses de taux projetées pour 2025. Revenons rapidement sur le FOMC du 17 septembre, le FOMC qui était le plus attendu de l'année. Première chose à retenir, c'est que la Fed a baissé de 25 points de base son taux directeur. Tout ça pour le ramener entre 4 et 4,25%. Ce changement d'état où on était en mode on garde les taux d'intérêt élevés parce que l'inflation persiste à on baisse les taux d'intérêt parce que le chômage il augmente, c'est un geste très important qui montre le changement dans l'équilibre des risques. Donc si vous l'avez bien compris, cette baisse de taux d'intérêt elle va en défaveur de l'inflation et elle va en faveur de l'emploi et pas en défaveur de l'emploi comme c'est écrit sur la slide. Deuxième élément important qu'on a eu le 17 septembre, c'est le dot plot. Ce dot plot globalement il permet de voir combien de baisses de taux d'intérêt ou pas on s'attend pour les prochains FOMC. Notez bien que la Fed en général elle s'attend à 3 baisses de taux d'intérêt d'ici la fin 2025 avec la première qui a eu lieu du coup le 17 septembre.
Donc au fait, on s'attend à 2 autres baisses de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Mais le dernier point qui est important, c'est la vigilance. La banque centrale, elle s'attend à une période de stagflation modérée, avec d'un côté une croissance atone et de l'autre côté une inflation persistante autour des 3%. Ce qu'on peut ajouter à ça, c'est que toutes les données qui vont sortir jusqu'au prochain FOMC, elles vont être importantes. Et au final, c'est ces données-là qui vont sortir qui vont justifier ou non des baisses de taux d'intérêt d'ici la fin 2025. Pour le moment, le dot plot il est posé, mais vigilance, tout peut encore changer. Faisons un petit tour rapide sur la macroéconomie mondiale avec les tarifs douaniers et les tensions géopolitiques. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais l'administration Trump, elle maintient une politique commerciale mondiale musclée, notamment avec les tarifs douaniers qui sont élevés et qui contribuent à une inflation. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, les tarifs douaniers, c'est une taxe à l'importation. C'est-à-dire que tous les biens qui viennent d'en dehors des États-Unis, ils sont taxés à l'importation. Donc au final, cette taxe, c'est soit l'entreprise qui la paye en gardant le même prix de vente qu'avant, mais du coup, si elle fait ça, elle réduit ses marges, soit c'est le consommateur qui va payer au final cette taxe avec un prix de vente qui sera supérieur. Et si le prix de vente il est supérieur, alors ça contribue à l'inflation. Concernant la géopolitique, on a toujours Israël qui mène des frappes sur plein de pays, dont le Liban cette fois-ci. La guerre en Ukraine, elle se poursuit avec des attaques de drones menées sur des infrastructures pétrolières russes. Tous ces foyers de tension, ils sont surveillés, mais ils n'ont pas encore perturbé l'offre de pétrole mondiale. Mais on l'a vu avec Israël qui a attaqué l'Iran au mois de juin. Tout peut arriver très vite. Action US, le rallye se poursuit dans les secteurs de croissance. 27 fois, c'est la valorisation du SP500. L'indice SP500 se traite à plus de 27 fois les bénéfices à 12 mois. Sachez juste que sur les 20 dernières années, le PE moyen est à environ 16 et pas 27. Donc rendez-vous bien compte que le SP500 est très surévalué. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce que je viens d'expliquer, il faut d'abord comprendre ce qu'est le ratio PE. Donc le ratio PE, c'est le ratio cours de l'action sur les bénéfices par action. Et lorsque ce ratio il atteint 27, ça veut dire qu'il faut 27 fois les bénéfices par action pour atteindre le prix de l'action en elle-même. Et au fait, c'est un indicateur de valorisation parce qu'on peut comparer cet indicateur sur le passé. Plus cet indicateur il est haut, plus ça veut dire que le prix de l'action il est cher. Et là, si on compare au passé, on a une valorisation des actions du SP500 qui est très surévaluée. Parlons maintenant d'Intel qui a pris plus 22% sur l'annonce du partenariat Nvidia-Intel. Ouais, c'est tout simplement impressionnant et devinez quoi, ça a profité au gouvernement américain. Parce que depuis l'acquisition d'Intel par le gouvernement américain à hauteur de 10%, Intel a pris environ 40%. Donc le gouvernement américain a un gain de 40% latent sur Intel. Parlons de records comme chaque semaine puisque c'est devenu la nouvelle norme. Le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones ont tous les trois signé un nouveau record historique. Concernant le rallye sectoriel, il continue de se poursuivre dans des secteurs tels que la technologie ou la communication. C'est des secteurs de croissance et plus les taux d'intérêt ils baissent, plus l'investissement coûte peu cher et du coup plus ça leur est profitable. Petit catalyseur micro, on a FedEx qui a publié des résultats supérieurs aux attentes. Et comme FedEx c'est une entreprise de livraison, si cette entreprise elle a de meilleurs chiffres que prévu, bah ça veut tout simplement dire que la consommation est là. Devises et commodities, l'or vole, le pétrole se détend. Parlons tout d'abord du Dixie qui est resté flat cette semaine à environ 97,6. Le dollar qui reste flat maintenant sur plusieurs semaines, ça veut dire que la baisse de taux d'intérêt elle est complètement pricée. Si ça avait été une surprise, le dollar se serait effondré, mais là c'était pas une surprise donc le dollar il est resté stable. Le pétrole VTI lui a corrigé à environ 62,35 $. Et l'or cette semaine a à nouveau établi un nouveau record à 3700 $ l'once. Et oui, quand on est dans une période d'incertitude telle que celle en ce moment, bah le prix de l'or il flambe. Au final c'est tout simple, on est dans une période de stagflation, donc on a de l'inflation et une récession qui est en train d'arriver. Donc le problème c'est que si les gens ils gardent leur argent sous forme de cash, et bah il va se faire ronger par l'inflation. Donc au final il faut détenir des actifs pour pas subir l'inflation. Pour ça il y a plusieurs moyens, il y a les obligations, les actions ou encore les matières premières. On l'a vu, les actions elles flambent, mais comme on a également une période d'incertitude, et bah l'or il flambe également. Pourquoi je parle de période d'incertitude? Tout simplement parce que la dette elle est en train d'exploser. Et comme la dette elle explose, les rendements attendus ils sont beaucoup plus hauts, donc les obligations elles chutent énormément. Et au final toute cette liquidité qu'on avait dans les obligations, elle arrive soit dans les actions, soit dans l'or. Bon c'est un petit peu compliqué, mais tous les institutionnels au final ils ont fait une rotation d'actifs. La crypto, le facteur ETF qui accélère l'adoption institutionnelle. Tout d'abord on a quand même Bitcoin qui a augmenté de plus de 10% sur les 3 dernières semaines. Il a atteint environ les 118 000 $ cette semaine avant de chuter aux alentours des 116 000 $. L'Ethereum lui a cette semaine corrigé pour atteindre environ les 4500 $. D'un point de vue fondamental, on a à nouveau eu une bonne nouvelle sur les cryptos. La SEC elle a pris une décision facilitant l'enregistrement d'ETF adossés à des actifs spot. En gros ça veut tout simplement dire qu'on va avoir plus d'ETF spot sur les cryptos, donc on va avoir plus de liquidité sur les marchés crypto-monnaies.
monnaie. Et ça, fondamentalement, c'est une bonne nouvelle. Voyons ensemble maintenant l'agenda économique de cette semaine avec l'inflation PCE qui va sortir. Tout d'abord, du lundi au vendredi, on va avoir des interventions des membres de la Fed qui vont parler du FOMC qui a eu lieu le 17 septembre. Ensuite, mardi, on va avoir l'indicateur S&P Global Manufacturing PMI. Rappelez-vous, cet indicateur, il parle de la confiance des managers dans le secteur du manufacturing. Si l'indicateur sort en dessous de la barre des 50, ça veut dire qu'on est en récession économique, et s'il sort au-dessus de 50, ça veut dire qu'on est en expansion économique. Pour la journée du mercredi, ça va être la journée de l'immobilier. On va avoir premièrement les ventes de logements neufs et deuxièmement les permis de construire immobiliers. Jeudi, ça va être une des journées les plus chargées de la semaine. Tout d'abord, on va avoir les commandes de biens durables, ensuite on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, et pour finir, on aura les ventes de logements existants et le PIB du Q2. Vendredi, on aura la donnée la plus attendue de la semaine. Je l'ai nommé la publication du rapport PCE d'août. Petit rappel, l'indicateur PCE, c'est l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation. Donc si cet indicateur il sort élevé, ça veut dire que l'inflation elle persiste et que c'est pas bon. En plus de ça, vendredi, on aura l'indicateur final de confiance du Michigan. Bon, c'est un indicateur un peu moins important, mais quand même. Venons-en maintenant aux risques et scénarios qu'on pourrait établir. Dans les risques baissiers, le premier risque qu'on pourrait avoir, c'est une inflation qui rebondit. Cette semaine, comme on l'a vu, on a l'indicateur PCE qui va sortir et s'il sort fort ou au-dessus des attentes, bah ça va forcer la Fed à réfléchir pour la baisse des taux d'intérêt. Rappelons-le, la Fed en ce moment, elle veut lutter contre le chômage, mais si l'inflation elle accélère et repart trop fort, eh ben elle va y réfléchir à deux fois. Un autre risque baissier qu'on pourrait avoir, c'est le shutdown fédéral. Si le gouvernement n'arrive pas à se mettre d'accord sur le budget fédéral pour l'année prochaine, on pourrait avoir un shutdown. Et ce shutdown, ça pourrait faire baisser la confiance des investisseurs, donc ça pourrait faire augmenter le VIX. Petit rappel, le VIX c'est l'indice de confiance sur les marchés. Et lorsque cet indice il monte, ça veut dire qu'on a une forte volatilité sur les marchés. Et puis pas besoin de vous faire un dessin, si on a une forte volatilité dans une période où on a peu confiance, bah ça veut dire que les marchés ils se crachent. Bon, pour le moment on n'y est pas, mais c'est un risque qu'il faut garder en tête. Parlons maintenant des facteurs haussiers. À nouveau, comme on a l'indicateur sur le PCE qui va sortir cette semaine, si on a un PCE plus bas qu'attendu, ça pourrait être une bonne nouvelle. Parce que la Fed elle verrait l'inflation ne plus être une grande menace et du coup ça pourrait accélérer les baisses de taux d'intérêt. Bon, puis comme en ce moment on est en mode baisse de taux d'intérêt, ça veut dire rallye boursier, s'il y a des baisses de taux d'intérêt, bah les marchés ils vont monter. Bref, reste à voir, mais comme vous l'avez compris, l'indice PCE de cette semaine il va être très important. Conclusion, rallye boursier et double vigilance. Bon, vous l'avez compris, les marchés en ce moment ils sont en mode risk-on, avec tout simplement la Fed qui prévoit de baisser ses taux d'intérêt et des entreprises qui sont toujours solides. Mais on l'a vu ensemble, la valorisation des entreprises elle est surélevée. Et quand on atteint ces niveaux de surévaluation, eh ben on a des risques de crack. Donc faites quand même attention, vigilance. Stratégie sectorielle. Bon, je crois qu'on est bon pour maintenir les positions sur les valeurs de croissance domestiques. On va pas se voiler la face, le momentum il est sur les actions technologiques. Elles surperforment en ce moment notamment grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi grâce à la baisse de taux d'intérêt. Parce que comme je vous l'ai dit, ces entreprises elles investissent massivement et si les taux d'intérêt y baissent, eh ben ça leur permet d'investir à moindre coût. Voyons ensemble maintenant ce qu'il faut surveiller. Premièrement, il y a le taux des obligations américaines à 2 ans. C'est un indicateur clé de l'humeur de la Fed. Si cet indicateur il chute, ça veut dire que la Fed elle est plus enclin encore à baisser les taux d'intérêt, donc il faut le surveiller. Deuxièmement, il faut couvrir le risque politique. C'est un réel risque en ce moment et il faut voir la finalité de ce bras de fer budgétaire. Et puis troisième signal, on a l'or. La flambée de l'or, c'est pas un élément anodin. Comme je vous en ai parlé précédemment, c'est dû notamment à l'incertitude actuelle et également à l'inflation. Donc au final, si l'or il continue d'augmenter, ça veut dire que cet état actuel, il ne bouge pas. Par contre, là où ça peut devenir intéressant, c'est que s'il chute, ça veut dire que l'état économique actuel, il est en train de changer. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi comme d'habitude pour une nouvelle vidéo d'analyse technique et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.